Lors d'un dîner de famille, il m'a ridiculisé devant tout le monde, convaincu d'être intouchable. Il ne savait pas que j'étais son patron, ni que j'étais sur le point de démanteler tous ses mensonges jusqu'à le voir s'effondrer. La nuit du désastre a commencé dans une atmosphère de célébration apparente. Ma mère avait organisé un grand dîner pour fêter les fiançailles de ma sœur Héloïse, qui semblait savourer chaque seconde de l'attention qu'elle recevait. J'étais là uniquement parce que l'invitation était arrivée avec une telle insistance que l'ignorer aurait créé plus de problèmes que d'y assister. Je me suis présenté avec des vêtements simples, ce qui a provoqué la première critique d'Héloïse dès qu'elle m'a vu. « Karim, tu aurais au moins pu faire un effort », a-t-elle dit avec ce ton qu'elle utilisait avec moi depuis des années. « C'est un dîner formel. »« Je suis à l'aise », ai-je répondu sans envie de discuter. « Bon, essaie de bien te comporter. » La famille de Victor est très distinguée. Son père a des concessions automobiles en Normandie, des gens sérieux du monde des affaires. Je n'ai pas eu l'occasion de répliquer car la sonnette a retenti et Héloïse a pratiquement couru pour accueillir son fiancé. Le fameux Victor Delaunay est entré comme s'il montait sur scène. Il avait les cheveux gominés, un costume coûteux qui ne le mettait pas en valeur et une montre si ostentatoire qu'elle semblait conçue pour faire du bruit visuellement. Un collègue de travail l'accompagnait, un type au regard fuyant qui me disait quelque chose, même si je n'arrivais pas à le situer à ce moment-là. Héloïse s'est chargée de présenter tout le monde. Voici Victor, directeur régional des opérations chez Logistique Côtière, a-t-elle annoncé comme si elle présentait un diplomate. Mon oncle Marcel, toujours impressionnable, a réagi immédiatement. Logistique Côtière, cette entreprise est gigantesque. Victor a saisi l'occasion. J'y suis depuis près de 3 ans, a-t-il dit en bombant le torse. Quand je suis arrivé, tout était un chaos, mais j'ai mis en place de nouveaux systèmes, optimisé les processus. L'efficacité du dernier trimestre a augmenté de 30%. Je savais que c'était faux. Les chiffres réels étaient de 8% et seulement parce que la société mère, celle que je dirige, avait intégré son système d'itinéraire après l'avoir acquise 9 mois plus tôt. Il s'attribuait simplement le travail des autres. Pendant que Victor poursuivait son monologue, le collègue qui l'accompagnait m'observait depuis l'autre bout de la pièce. Son visage passa de la surprise à la confusion, puis à une inquiétude évidente. Finalement, il s'est glissé entre les invités pour me rejoindre dans mon coin. Il a parlé à voix basse. « Karim Delacroix, n'est-ce pas ? » « Oui. Je suis Laurent Deschamps, de la gestion de flotte chez Logistique Côtière. Je vous ai reconnu grâce au bulletin interne après l'acquisition. C'est alors que j'ai compris d'où je le connaissais. » « Quelle coïncidence !» ai-je répondu tandis qu'il se retournait vers Victor, visiblement nerveux. « Il sait qui vous êtes ? » « J'en doute, ai-je répondu. Pour lui, je suis simplement le frère paumé d'Héloïse. C'est un problème, a-t-il murmuré. Ça fait des semaines qu'il se vante d'épouser une Delacroix, disant que son futur beau-frère a des relations dans la société mère. Il exige un traitement de faveur et prétend avoir de l'influence auprès de la direction. Tout le monde en a marre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire sous cap. Ma famille n'a rien à voir avec l'entreprise. Héloïse gagne environ 70 000 € par an. Ma mère est une enseignante à la retraite. Je ne sais pas d'où il a sorti une telle histoire. Eh bien, il y croit et s'en sert, a dit Laurent. Et il y a autre chose. Il s'est un peu penché vers moi. Victor se livre à des manœuvres illégales. Ça fait 2 mois que je surveille des itinéraires suspects, des camions qui partent la nuit, des trajets qui ne correspondent pas au plan de chargement, une consommation de carburant falsifiée. Certains chauffeurs ont mentionné qu'ils leur proposaient des missions spéciales, payées en espèces. Je suis resté silencieux un instant. Que transportent-ils ? De l'électronique, des consoles, des tablettes, des ordinateurs portables, 3 ou 4 palettes à chaque fois. Tout cela dans le dos de l'entreprise. Il utilise nos camions, notre carburant et notre assurance pour son propre profit et paie environ 200 € par trajet aux chauffeurs impliqués. Nous en reparlerons plus tard, lui ai-je dit. Il était clair pour moi que la situation était pire que je ne l'imaginais. 20 minutes plus tard, ma mère a réuni tout le monde pour passer à table. Héloïse et Victor se sont placés en bout de table comme s'ils étaient de la royauté. Près d'eux s'est installée Irène, une amie de ma mère, qui a été immédiatement fascinée par Victor. J'ai été relégué à l'autre extrémité, à côté de l'oncle Marcel et en face de ma cousine Béatrice, qui ne quittait pas son téléphone des yeux.
Laurent était au milieu de la table, me lançant des regards qui me demandaient clairement d'agir, mais je voulais observer jusqu'où irait l'arrogance de Victor avant d'intervenir. Le repas a été servi et, comme toujours lorsque ma mère organise quelque chose, tout était impeccable. Victor, bien sûr, a profité de chaque plat pour se vanter de son expérience gastronomique internationale. Alors j'ai dit au client, les temps changent, vous avez besoin de quelqu'un avec une vision. Et nous avons signé un contrat de 2 600 000 €, a-t-il déclaré comme s'il donnait une conférence. Ma mère était ravie. Vous devez être indispensable pour l'entreprise. Pratiquement tout passe par moi, a-t-il répondu. Quand j'ai pris les rênes, la gestion précédente était un désastre. Depuis que je suis aux commandes, nous avons augmenté l'efficacité de 30% et réduit les coûts de 25%. J'ai dû me retenir pour ne pas le corriger sur le champ. C'est alors qu'Irène m'a regardé avec curiosité. Et toi, Karim, que fais-tu dans la vie? De la logistique de transport, des camions, des entrepôts? Donc tu es chauffeur, a-t-elle demandé avec un sourire naïf. Je travaille dans la gestion des stocks, ai-je répondu sans donner plus de détails. Béatrice est intervenue sans lever les yeux de son téléphone. Karim travaille dans un entrepôt. Je gère des stocks, ai-je répété. Victor a souri avec condescendance. Ce doit être un travail stable. Tout le monde ne peut pas occuper des postes de direction comme le mien. L'oncle Marcel est intervenu immédiatement. Il a raison, Victor. Tu as toujours été plus un suiveur qu'un meneur, Karim. Ma mère a semblé essayer de me défendre un instant. Notre Karim est travailleur. Son emploi à l'entrepôt est physiquement exigeant, n'est-ce pas, chérie? Ça m'occupe, ai-je répondu. Victor a repris la parole avec ce ton suffisant. Ça doit être dur avec la pénurie de main-d'œuvre. Il est difficile de trouver des gens disposés à faire des travaux manuels. Mais je te félicite de t'y accrocher. Je me débrouille, ai-je répondu. C'est bien, mais il faut viser plus haut. Sinon, on stagne. L'oncle Marcel a porté le coup de grâce. Victor a raison. Tu as 34, 35 ans maintenant. Et tu n'as encore rien fait de grand dans ta vie. Je me suis contenté de dire, j'ai mes projets. Héloïse a éclaté d'un rire incrédule. S'il te plaît, Karim. Tu as quitté l'université, tu as enchaîné les petits boulots et maintenant tu es dans un entrepôt. Soyons honnêtes sur ta situation actuelle. Et quelle est censée être ma situation? Ai-je demandé en gardant mon calme. Tu es à la traîne, a-t-elle répondu sans hésiter. Ça fait des années que tu n'avances pas. Je savais déjà que c'était l'image qu'ils avaient toujours eue de moi. La seule chose que je ne savais pas encore, c'est que cette nuit-là, tout allait changer. La conversation s'est immédiatement éteinte. La phrase avait été si méprisante que même le bruit des couverts cessa. Ma mère, tentant de dissiper la tension, est intervenue avec un sourire crispé. Allons, Héloïse, ton frère fait beaucoup d'efforts. Chacun a ses propres réussites. Victor, avec cette voix douce qu'il utilisait pour paraître diplomate, a ajouté aussitôt, bien sûr, dans toute entreprise, il faut des travailleurs dévoués, des gens qui maintiennent tout en fonctionnement. Le travail manuel a de la valeur, même s'il n'est pas comparable à ce qu'implique un rôle de direction. Son ton était si paternaliste qu'il en devenait insultant, bien qu'enveloppé dans des phrases apparemment aimables. À côté, Laurent gardait le regard fixé sur son assiette, la mâchoire serrée. On voyait qu'il voulait dire quelque chose, mais il se retenait. J'ai profité du silence pour lancer une question à Victor, comme si de rien n'était. Ce contrat de 2 600 000 € dont tu parlais tout à l'heure, avec quel client c'était? Il a semblé s'animer immédiatement, se sentant au centre de l'attention. Peninsula Manufacturing. Ça faisait des mois que j'étais sur leur dos et je les ai finalement convaincus la semaine dernière. Ce nom m'était familier, très familier. Peninsula était notre client depuis des années, avant même que nous n'acquérions Logistique Côtière 8 mois auparavant. Le contrat dont Victor se vantait n'avait rien de nouveau, c'était le renouvellement annuel habituel, négocié et conclu par notre équipe avant même qu'il ne soit au courant de son existence. Intéressant, ai-je dit, comme si j'étais vraiment surpris. Tu as dû les impressionner. Tout est une question de relation, a-t-il répondu en croisant les bras avec fierté. N'importe qui peut être dans un entrepôt à déplacer des choses,
mais gérer des opérations, c'est autre chose. Ce sont des compétences que l'on développe en gestion. Et sans me laisser le temps de commenter, il a poursuivi, désormais plus confiant. En fait, j'ai analysé la situation du personnel. Nous avons trop de gens inactifs, trop de pauses, trop d'heures supplémentaires. Si ça ne tenait qu'à moi, je licencierais 30% du personnel. Une main de fer, des indicateurs stricts, pas question de garder des fainéants payés à ne rien faire. C'est ce genre de décision qui différencie un manager d'un simple employé. Il parlait de renvoyer des gens qui travaillaient depuis l'aube, des gens avec des familles, des dettes et des responsabilités, juste pour marquer des points dans un rapport d'efficacité. Cela me donnait la nausée, mais je l'ai laissé continuer. Je voulais le voir dévoiler sa vraie nature. Le dîner a continué et Victor n'arrêtait pas de se vanter. Stratégie, plan, vision, un défilé interminable de son prétendu talent. Laurent, de plus en plus mal à l'aise, m'a regardé à un moment donné et m'a murmuré du bout des lèvres. Fais quelque chose. J'ai à peine secoué la tête. Pas encore. Je voulais que Victor se montre complètement avant d'intervenir. Quand le dessert a été servi, Victor a de nouveau tourné son attention vers moi. Et toi, Karim, as-tu des objectifs professionnels ou te contentes-tu déjà de ce que tu fais? Je suis bien où je suis, ai-je répondu calmement. Victor a hoché la tête comme s'il était peiné de m'entendre. Le confort n'est pas la même chose que l'ambition. As-tu un plan sur 5 ans? J'ai quelques projets, ai-je répondu. Mais il n'a pas laissé passer l'occasion. Les projets ne sont pas une stratégie. Victor est très axé sur les objectifs, a ajouté Héloïse fièrement. Il sait exactement où il va. Et où est-ce? Ai-je demandé. Victor s'est installé dans sa chaise comme s'il donnait une conférence. Vice-président des opérations dans 3 ans, directeur régional dans 5. Plus tard, un poste de direction, voire une participation au capital d'une grande entreprise de logistique. La clé est de manœuvrer intelligemment. J'ai vu Laurent se crisper. Nous savions tous les deux que rien de tout cela n'allait se produire. Les rapports de performance de Victor étaient médiocres. Il avait déjà reçu 2 avertissements formels et ses tentatives d'optimisation généraient des plaintes pour discrimination. Mais je l'ai laissé parler. Ambitieux, sans aucun doute, ai-je dit. Il faut l'être. Ce secteur est impitoyable. Les faibles sont éliminés et les forts gravissent les échelons. Béatrice, qui avait regardé son téléphone tout ce temps, est intervenue soudainement. Karim, tu pourrais demander des conseils de carrière à Victor? Peut-être qu'il pourrait te trouver un meilleur poste dans son entreprise. C'était un coup de théâtre. En fait, a dit Victor avec un sourire suffisant, je pense que je pourrais le faire. Je suis toujours à la recherche de personnel responsable. Si ça t'intéresse d'améliorer tes conditions, je pourrais t'embaucher à l'entrepôt. Ce serait un poste de débutant, mais c'est une opportunité. Mieux que ce que tu fais maintenant, je suppose. Toute la table a fixé les yeux sur moi. Héloïse semblait apprécier le spectacle. Ma mère affichait une expression pleine d'espoir. Laurent semblait sur le point d'exploser. J'ai pris mon temps avant de répondre. Je te remercie de l'offre, ai-je dit finalement en posant ma fourchette sur la table. Je vais y réfléchir. Ne tarde pas trop, Harry Victor. Ces places se remplissent vite. Il faut saisir l'occasion. J'ai hoché la tête lentement. J'en tiendrai compte. Voilà. Il a levé son verre. Trinquons à la famille et aux nouvelles opportunités. Tous ont entrechoqué leur verre. J'ai levé le mien, mais je n'en ai pas bu une goutte. Seul Laurent restait sérieux, me fixant, attendant que j'intervienne. Tu vas arrêter ça, disait son expression. Pas encore. Car je venais de comprendre quelque chose de plus profond que la simple tromperie de Victor. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'il était un imposteur ou un voleur, ni qu'il essayait de m'humilier. C'était le fait que ma propre famille croyait vraiment que je ne valais rien. Ils croyaient si fermement en cette idée qu'un poste de base dans ma propre entreprise leur paraissait un cadeau tombé du ciel, et ils en étaient heureux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai changé de ton. Avant de trinquer à ces nouvelles opportunités, ai-je dit, et Laurent s'est redressé immédiatement, je suis curieux de quelque chose, Victor. Lui, toujours gonflé par son ego, a répondu avec confiance.
Bien sûr, vas-y. Tu as parlé plutôt d'une activité parallèle. Import-export. Comment ça se passe? Son sourire a vacillé un instant. C'est en phase de développement, je peaufine encore les détails. Quel type de produit? Divers, de l'électronique, surtout des articles de consommation. Beaucoup de mouvements, des zones grises, tu sais comment c'est. Il a essayé de paraître énigmatique, mais le tremblement dans sa voix l'a trahi. De l'électronique, ai-je répété lentement. Très intéressant. Est-ce que tu utilises le réseau de distribution de logistique côtière pour ça, ou est-ce que tu gardes ça totalement séparé? Son expression s'est figée. Il savait parfaitement pourquoi je demandais. Pourquoi ferais-je ça? Ce serait inapproprié. Exact, ai-je dit. Ce serait inapproprié et peut-être aussi illégal. J'ai bu une gorgée d'eau avant de reprendre la parole, essayant de garder un air de calme que je ne ressentais pas tout à fait. Cela m'a aidé à ordonner mes idées pendant que j'observais Victor attentivement, analysant la manière dont il tenait ses couverts, comment sa mâchoire bougeait quand quelque chose le mettait mal à l'aise, et ce petit tic à son sourcil droit qui apparaissait toujours quand il se sentait remis en question. Alors, tu gères toute cette affaire séparément? Ai-je finalement demandé, en modulant ma voix pour paraître désinvolte, presque indifférent, bien qu'à l'intérieur toutes mes alarmes se soient déclenchées. L'expression de Victor a changé avec une rapidité presque comique. Les muscles de son visage se sont tendus et son ton est devenu plus sec, comme s'il s'était attendu à cette question mais avait espéré ne jamais l'entendre. Bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses autant à tout ce qui concerne mes projets personnels, a-t-il répliqué, en plantant ses yeux dans les miens, comme pour m'intimider. Simple curiosité, ai-je répondu, en offrant un sourire calme et calculé. Tu sais, je travaille aussi dans la logistique. Ce commentaire l'a déstabilisé. Il a tenté de le cacher derrière un rire forcé, mais ce fut inutile. Je l'ai vu bouger sur sa chaise, rajuster sa cravate et éviter de me regarder directement. Tout son langage corporel criait l'inconfort. Après le dîner, le groupe a commencé à se disperser vers le salon principal. La conversation s'est fragmentée en petits cercles. Victor a commencé à se vanter d'un prétendu voyage d'affaires à Toulouse qui, selon lui, allait changer la structure opérationnelle de la région. Héloïse montrait sa bague à quiconque s'approchait. Irène riait comme si chaque mot sortant de sa bouche était une blague extraordinaire. L'ambiance avait ce mélange d'euphorie artificielle et de tension souterraine qui n'apparaît que dans les réunions de famille inconfortables. J'ai profité d'un moment où personne ne faisait attention à moi pour sortir sur la terrasse arrière. L'air frais m'a offert une pause nécessaire. J'y ai trouvé Laurent Deschamps, appuyé sur la balustrade, regardant le jardin comme s'il avait besoin de s'échapper mentalement de tout ce qui se passait à l'intérieur. « Ça va ?» ai-je demandé en m'approchant. Laurent m'a regardé comme si j'avais dit la chose la plus ridicule possible. « 6 mois, ça va ? Mon ami, ils sont en train de te démolir là-dedans. Je n'arrive pas à croire que tu supportes un tel manque de respect. Pourquoi ne dis-tu rien ? » J'ai haussé les épaules, m'appuyant à ses côtés. Je le ferai. Ce n'est juste pas le bon moment. J'ai pris une profonde inspiration. Parle-moi plutôt de cette affaire parallèle que tu as mentionnée avant, celle que Victor gère. L'expression de Laurent a changé. Il a regardé par-dessus son épaule pour s'assurer que personne n'était à proximité. Il a baissé la voix. Je n'ai pas toute l'histoire, seulement des rumeurs, mais au bureau, on dit qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour ses affaires personnelles, des camions, de l'espace d'entrepôt, même certains chauffeurs. Et puis, certains disent qu'il transporte de la marchandise via notre réseau sans autorisation. Mon cœur a fait un bond, même si j'ai gardé un visage neutre. Quel type de marchandise ? ai-je demandé. C'est ce que je n'arrive pas à déterminer, a-t-il admis. Ça n'apparaît sur aucun manifeste. Soit il est très doué pour le cacher, soit il le fait complètement en dehors des registres officiels. Fraude. C'était évident. Il utilisait l'infrastructure de ma société pour bâtir sa propre entreprise. L'audace du type était incroyable. Il n'avait même pas l'intelligence de le faire loin de mes systèmes. Et depuis quand ça dure ? ai-je continué. Quelques mois, peut-être. Ça a commencé après l'acquisition. Je suppose qu'il a pensé qu'avec tout le chaos de l'intégration, personne ne s'en apercevrait.
Eh bien, quelqu'un s'en est aperçu. Laurent a acquiescé sérieusement. Je me doutais que vous voudriez le savoir. En fait, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Quand Victor a mentionné qu'il allait rencontrer la famille de sa fiancée et a dit le nom de Delacroix, j'ai pensé que ça valait peut-être la peine de venir voir. Je ne m'attendais pas à ce que la soirée soit si intense. J'ai laissé échapper un bref rire sans humour. Nous y voilà. Je l'ai regardé. Que penses-tu que je devrais faire? J'ai fait une pause pour ordonner mes idées. Je vais le laisser s'en mêler tout seul. Mais j'ai besoin de preuves. Toute son affaire parallèle, les mouvements irréguliers, tout ce que tu as. Peux-tu m'aider? Le sourire de Laurent a été immédiat, presque soulagé. Je croyais que vous ne le demanderiez jamais. Ça fait un moment que je documente tout ce que je trouve. Je savais que tôt ou tard, quelqu'un d'en haut voudrait connaître la vérité. Envoie-moi tout, ai-je dit sans détour. C'est fait, a-t-il répondu avant d'ajouter plus doucement. Et pour ce que ça vaut, ce qu'ils te font là-dedans n'est pas correct. C'est instructif, ai-je admis avec une légère grimace. Allons-y, il vaut mieux rentrer avant qu'ils ne remarquent notre absence. Nous sommes rentrés ensemble. Victor était au milieu d'un autre monologue sur la façon dont il avait révolutionné la programmation des itinéraires chez Logistique Côtière, ce que je savais être un mensonge. Héloïse riait de quelque chose que disait Irène. Ma mère allait d'un côté à l'autre, servant du café et jouant l'hôtesse parfaite. Personne n'avait remarqué que j'étais parti. Je me suis assis dans un coin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à agir. J'ai d'abord rédigé un message à mon directeur financier pour demander un audit complet des opérations de Logistique Côtière, en me concentrant sur la division de Victor. Ensuite, j'ai envoyé un autre message à mon chef de la sécurité pour demander une surveillance et une vérification des activités nocturnes dans les entrepôts. J'ai mis mon équipe juridique en copie des deux courriels. Et tant que j'y étais, j'ai ouvert le dossier de Victor. J'ai examiné ses indicateurs de performance, son historique de présence, les avertissements disciplinaires accumulés. J'ai commencé à organiser mentalement un dossier solide pour ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré peu après. Laurent. Vérifie tes emails. Je t'ai tout envoyé. J'ai ouvert le message. 3 pièces jointes. 1. Mouvement suspect de camion, itinéraire modifié, kilomètres incohérents, carburant chargé sans justification. 2. Registre d'accès aux entrepôts, montrant Victor entrant à des heures ne correspondant à aucune opération programmée. 3. Des photographies, des réunions sur le parking avec des inconnus, des échanges de boîtes, un éclairage médiocre mais révélateur. Ce n'était pas encore suffisant pour le condamner, mais assez pour lancer une enquête formelle et sérieuse. J'ai levé les yeux. Victor m'observait de l'autre bout de la pièce. « Tout va bien, Karim ? Tu es bien silencieux ?» a-t-il demandé à voix haute, en prononçant mon nom avec une emphase agaçante. « Je vérifie juste quelques messages », ai-je répondu. « Travailler un samedi soir ?» a-t-il ri. « C'est le problème du travail à l'heure. On n'est jamais vraiment en repos. J'en tiendrai compte. Fais-le. La vie est trop courte pour vivre enchaîné à une pointeuse, a-t-il ajouté en s'étirant comme s'il était le maître des lieux. Au fait, Karim, si le poste que j'ai mentionné t'intéresse, envoie-moi ton CV. Je le transmettrai directement au RH. Héloïse a presque rayonné de fierté. C'est très généreux, chérie. Ma mère a porté une main à sa poitrine. Karim, c'est un geste magnifique de la part de Victor. Tu devrais y réfléchir. J'y réfléchirai, ai-je dit sans m'engager. Mon portable a encore vibré. Courriel du directeur financier. Reçu. Nous aurons des résultats préliminaires lundi. Nous avons déjà trouvé des irrégularités. Ça pourrait être grave. Message de l'équipe de sécurité. Nous le surveillons déjà. Voulez-vous voir le rapport ? 6 juin. J'ai ouvert le document. J'ai dû retenir un rire. Victor n'avait pas seulement une affaire parallèle, il menait un petit réseau de contrebande. Rien d'assez gros pour attirer la police judiciaire, mais suffisamment illégal pour lui gâcher la vie. Il utilisait nos camions pour déplacer des cargaisons non taxées à travers plusieurs régions, les vendant via un réseau parallèle sans facturation et empochant tout. Le total estimé,
300 000 € en 3 mois. Une bagatelle pour moi, mais pour lui, c'était suffisant pour le salir à vie. C'était un cas parfait. Fraude, vol, abus des ressources de l'entreprise et contrebande. Je le tenais sur tous les fronts. Il ne restait plus qu'à choisir le moment exact pour appuyer sur le détonateur. Le lundi est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. J'ai passé tout le dimanche à examiner chaque document que Laurent et ma propre équipe m'avaient envoyé. Plus je lisais, plus l'ampleur de sa stupidité devenait claire. Il avait utilisé des camions de logistique côtière pour transporter des lots d'électronique en gros, achetés à bas prix et revendus sans licence ni taxe. Il avait recruté 3 chauffeurs, les payant en espèces et les forçant à falsifier les manifestes et les itinéraires. Il avait même fait le plein de véhicules qui n'apparaissaient même pas dans les registres de l'entreprise. J'avais tout, chaque pièce, chaque preuve, chaque irrégularité. Et le meilleur de tout, Victor croyait toujours que la personne qu'il essayait d'humilier était un simple travailleur, sans se rendre compte que cet homme était celui qui allait le détruire professionnellement. Pendant des semaines, Victor avait utilisé l'un de mes entrepôts pour cacher une partie de sa marchandise illégale, la dissimulant derrière des chargements légitimes dans l'espoir naïf que personne ne remarquerait rien. Mais mon équipe juridique l'a détecté rapidement, et quand je leur ai fourni toutes les informations, ils se sont enthousiasmés comme si je leur avais présenté un projet irrésistible. Le lundi après-midi, ils avaient déjà préparé un dossier si solide que n'importe quel procureur aurait rêvé de le voir. Ils comprenaient des registres détaillés, des heures d'entrée et de sortie, le suivi GPS des camions, des vidéos de surveillance, des rapports financiers et des déclarations signées par des employés inquiets. Nous avions un cas presque parfait, mais je n'étais pas prêt à appeler les autorités. Pas encore. Je voulais d'abord donner à Victor une leçon inoubliable. Ce même soir, j'ai appelé Héloïse. Karim, a-t-elle répondu, surprise. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai réfléchi à ce que Victor a mentionné au dîner à propos de cette opportunité d'emploi. Vraiment? Son ton a monté de 3 niveaux. Ce serait incroyable. Je pense que ce serait un bon moment pour un changement. Il a dit que je pouvais lui envoyer mon CV. Envoie-le-moi, a-t-elle répondu avec enthousiasme. Je m'assurerai qu'il le reçoive. Ce sera très bon pour toi. C'est peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin. Peut-être, ai-je dit, mais j'ai besoin d'une faveur. J'aimerais passer chez Logistique Côtière pour voir comment tout fonctionne avant de m'engager. C'est logique. C'est très mature de ta part. Laisse-moi en parler à Victor. Il voudra sûrement te montrer l'opération. Elle m'a écrit 1 heure plus tard. Victor dit que mercredi à 14 h, c'est parfait. Il a même libéré son emploi du temps pour te faire une visite complète. Il est enthousiaste à l'idée de t'aider. Elle m'a dit que c'était un geste très gentil de sa part. Parfait. Le mardi, je me suis réveillé concentré. J'ai réuni mon équipe de direction dans la salle de conférence et leur ai expliqué ce qui se passait. Le visage de Florence, ma vice-présidente des opérations, était mémorable. Il est fiancé à ta sœur tout en dirigeant un réseau de contrebande avec notre infrastructure. Exact, ai-je répondu. Ça va être compliqué. Compliqué? Non. Ce sera spectaculaire. Je lui ai détaillé le plan, étape par étape. Elle a pris des notes, posé des questions, et quand j'ai eu fini, elle a souri avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Tu es impitoyable, tu le savais? Je préfère dire méticuleux. Quand tu le détruiras, je pourrai regarder? Tu seras là, ai-je répondu. Le mercredi, je suis arrivé à Logistique Côtière à 13h45 avec ma vieille camionnette, vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux. Exactement ce que Victor attendait du prétendu frère raté de sa fiancée. Il m'a accueilli dans le hall, souriant comme s'il était l'animateur d'une émission. Karim, ponctuel comme une horloge. Prêt pour la grande visite? Bien sûr. Il a marché à mes côtés à travers les installations, narrant chaque détail. Il m'a montré l'entrepôt, les quais de chargement, le bureau de répartition. Il m'a même présenté à quelques employés qui ne semblaient pas bien savoir ce qui se passait. Nous avons finalement atterri dans son bureau. Un petit espace encombré. Il s'est affalé dans son fauteuil et m'a désigné celui d'en face. Alors, qu'en penses-tu? C'est plus grand que ce que j'imaginais, ai-je admis.
Nous brassons pas mal de volume, et ce n'est qu'un centre. Logistique Côtière a des opérations sur toute la côte atlantique. Mais le meilleur est arrivé après l'acquisition. Nous faisons maintenant partie du groupe de transport de la Croix. Ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Ce sont des géants. Ils possèdent la moitié des entreprises de transport de la région. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Plus de ressources, une meilleure technologie, une expansion garantie. J'ai hoché la tête comme si j'étais surpris. Waouh, on dirait que tu progresses bien. C'est le plan, a-t-il dit avec arrogance. Et avec les relations d'Héloïse, tu sais, je me positionne très bien. Il m'a fait un clin d'œil. Ta sœur vient d'une famille avec un patrimoine important. J'ai fait mes recherches. Le nom de la Croix ouvre des portes. J'ai dû retenir un rire. Victor croyait qu'il épousait l'argent, qu'Héloïse était son ticket d'or vers le succès. Il ne savait pas qu'il avait lu la situation à l'envers depuis le début. Pour jouer le jeu, j'ai demandé, et le poste que tu as mentionné? En quoi consisterait-il? Tu commencerais comme associé d'entrepôt. Chargement, déchargement, gestion des stocks. C'est physique, mais ça paie bien et il y a des avantages. Si tu fais preuve de discipline et d'initiative, tu pourrais être promu. C'est comme ça que j'ai commencé. Mensonge. Il avait été embauché directement comme superviseur, mais je l'ai laissé se vanter. Des horaires, des équipes du matin ou de l'après-midi, des horaires fixes, pointés à l'arrivée et au départ. Un travail stable, tu sais. Victor rayonnait de satisfaction, le grand bienfaiteur offrant de sauver le frère égaré de sa fiancée. C'est généreux de ta part, ai-je dit. La famille prend soin de la famille, a-t-il répondu. Héloïse s'inquiète pour toi. Elle dit que tu manques de direction. Elle m'a demandé de te donner un coup de main. C'est plus qu'une offre, Karim. C'est une intervention. Une intervention. Ça, c'était nouveau. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Message de Florence. En position. Préviens-moi. Victor a vu mon expression et l'a mal interprétée. Je comprends qu'accepter de l'aide peut être difficile. L'orgueil. Tu as tout à fait raison, ai-je répondu en me levant. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous ouvre les yeux. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai pris une profonde inspiration. Dis-moi quelque chose, Victor. Cette affaire parallèle que tu mènes, celle qui utilise les camions et les entrepôts de logistique côtière sans autorisation, comment ça marche pour toi? Son visage a perdu toute couleur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Les produits électroniques non déclarés, les chauffeurs payés en espèces, les manifestes falsifiés. Ça te dit quelque chose? Il s'est levé brusquement, feignant l'indignation. C'est absurde. Tu n'as aucune preuve. C'est de la diffamation. Je peux te poursuivre en justice. Tu pourrais essayer, ai-je dit, mais tu ne le feras pas parce que tu sais que tout est vrai. J'ai sorti mon portable et j'ai ouvert le dossier des preuves. Regarde, te voilà en réunion avec tes fournisseurs sur notre parking. Ici, la marchandise cachée dans la zone de chargement 7. Là, les relevés GPS. Et ici, les déclarations sous serment de 3 chauffeurs prêts à témoigner. Victor a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mais voici le meilleur, ai-je continué. Logistique Côtière a été rachetée, tu te souviens? Elle fait partie du groupe de transport de la Croix. Et alors, quel est le rapport? Un grand rapport, parce que le groupe de transport de la Croix est à moi. C'est moi qui l'ai fondé. Et Logistique Côtière, ainsi que toutes ses filiales, m'appartient aussi. Il s'est effondré sur sa chaise. Tu mens. Vraiment? J'ai ouvert la porte de son bureau. Florence était là, accompagnée de 2 gardes de sécurité et de Laurent. Monsieur Delacroix, a dit Florence formellement. L'audit est terminé. Souhaitez-vous entendre les points principaux? Victor avait l'air de voir un fantôme. Victor Delaunay, ai-je dit en adoptant ma voix de dirigeant, vous êtes licencié avec effet immédiat de cette entreprise et de toutes les sociétés du groupe de transport de la Croix. Les charges incluent le vol, la fraude,
l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise et la création d'un réseau de contrebande illégale. Je suis sorti de la salle de réunion, l'écho de mes propres mots résonnant encore dans l'air. La conversation avait été dure, mais nécessaire. Face à moi, Victor restait figé, comme si après tant d'années à manipuler les autres, il ne pouvait pas assimiler que cette fois, les conséquences lui étaient tombées dessus. La sécurité va vous accompagner jusqu'à la sortie, ai-je répété d'une voix ferme, ne laissant aucune place aux objections. Vos affaires personnelles vous seront envoyées à votre domicile une fois que l'équipe aura vérifié qu'il n'y a rien appartenant à l'entreprise. Il a penché la tête, incapable d'accepter la réalité. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il murmuré, comme si le dire à voix basse pouvait changer quelque chose. Héloïse va. Je l'ai interrompu avant qu'il ne termine sa phrase. Te défendre quand elle apprendra que tu lui as menti pendant des mois, que tu l'as utilisé. Il a tenté de rassembler ses forces pour résister, bien qu'il soit déjà vaincu. Je vais me battre. Je vais engager un avocat. C'est un licenciement abusif. Non, ce n'en est pas un, et tu le sais. Mais vas-y, engage-le. Tu adoreras quand il t'expliquera dans combien de problèmes tu t'es mis. Je me suis à peine penché vers lui faisant comprendre que la conversation était terminée. Ah, et au fait, Victor, ai-je souri avec cette froideur qu'il m'avait lui-même apprise. Cette offre d'emploi que tu m'as faite, considère-la comme retirée. Il s'avère que je ne corresponds pas au profil de ton organisation. Il n'a rien dit. Les gardes ont pris ses bras et il est sorti sans opposer de résistance, avec cette expression vide de celui qui ne parvient pas à mesurer l'ampleur de sa chute. Laurent Deschamps s'est alors approché avec une expression de résignation. Pour ce que ça vaut, j'ai essayé de t'avertir, a-t-il dit à Victor alors qu'il passait. Tu aurais dû mieux traiter le personnel de l'entrepôt. Une fois qu'il l'eut emmené, Florence est apparue avec un dossier épais entre les mains. Voici l'inventaire complet des produits volés, a-t-elle informé. Valeur totale estimée, 300 000 €. Nous avons également détecté plusieurs autres irrégularités dans sa division que nous devrons examiner. Et le procureur de la République a appelé il y a quelques minutes. Ils sont très intéressés par les accusations de contrebande. J'ai acquiescé sans surprise. Parfait. Gérez tout cela avec le service juridique. Coopérez pleinement avec les autorités. Je veux que tout suive la procédure correcte. Compris, a-t-elle répondu. Puis elle a hésité quelques secondes. Et ta sœur? Qu'en est-il d'elle? Ai-je demandé. Elle va l'apprendre. Et ça pourrait te compliquer les choses. Qu'il en soit ainsi, ai-je répondu sans hésiter. Elle a fait son choix, comme tous les autres. J'ai serré les dents et je suis sorti du bâtiment de logistique côtière, ressentant un étrange soulagement, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que je portais depuis des années. Je n'étais même pas arrivé au parking que mon téléphone a commencé à sonner. Héloïse. J'ai laissé l'appel sonner. Puis elle a rappelé, et encore une fois. J'ai répondu à la 4e. Karim, a-t-elle crié avant même de dire bonjour. Que as-tu fait? Victor vient de m'appeler en pleurant. J'ai licencié un employé pour vol et fraude, ai-je répondu sans changer de ton. Quoi? Comment? Elle s'est interrompue brusquement. Qu'est-ce qui se passe? Groupe de transport de la Croix, ça te dit quelque chose? Oui, c'est l'entreprise qui a racheté Logistique Côtière. Mais toi, tu. Je suis le PDG et le fondateur du groupe de transport de la Croix, ai-je dit lentement. Et Victor te volait. Silence. Un silence que je n'avais jamais entendu de sa part. Tu es sérieux? Totalement. Mais comment? Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Quand aurais-je pu le faire? Pendant que tu me traitais de raté de la famille, ou peut-être quand maman oubliait de me servir le dessert parce qu'elle était trop occupée à parler de tes réussites. Mon Dieu, a-t-elle balbutié. Je pouvais l'imaginer se prendre la tête entre les mains. Je ne savais pas, Karim. Personne ne le savait. C'est ça le problème, Héloïse, ai-je répondu, cette fois plus fatigué qu'en colère. Tu n'as jamais pris la peine de chercher à savoir. Tu avais déjà décidé qui j'étais, et tu t'es contenté de la version de Victor, celle qui t'arrangeait le plus. Il m'a dit. Victor a dit beaucoup de choses, les jeux interrompus.
La plupart étaient fausses, y compris l'idée que tu venais d'une famille riche. Il pensait que t'épouser lui donnerait des contacts, du capital, de l'influence. C'est pour ça qu'il était avec toi. Pas par amour, mais pour ce qu'il croyait que tu pouvais lui apporter. Je l'ai entendu commencer à sangloter. C'est pour ça que tu as fait tout ça? Pour te venger? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai fait parce que c'est mon entreprise, mes ressources, ma responsabilité. Si ça avait été n'importe quel autre employé, j'aurais agi exactement de la même manière. Tu aurais pu me prévenir. M'aurais-tu cru, ou aurais-tu dit que j'étais jaloux? Une autre pause, plus longue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Ce qui est normal. Des poursuites pénales, une possible comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, peut-être une peine de prison. Il aura sans aucun doute un casier judiciaire. Sa carrière dans la logistique s'est terminée aujourd'hui. Et nos fiançailles aussi, a-t-elle murmuré. Évidemment. Maman va en mourir. Ça fait des mois qu'elle prépare le mariage. Maman survivra, ai-je dit calmement. Karim, a-t-elle sangloté. Je suis désolé. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Pour la façon dont nous t'avons tous traité. Je n'en avais aucune idée. Écoute, ai-je répondu en adoucissant mon ton. Je n'ai pas besoin d'excuses maintenant. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne me suis jamais vanté de mon travail parce que je n'en avais pas besoin. J'ai bâti mon entreprise parce que j'aime ce que je fais, pas pour prouver quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne faisait pas mal quand vous me traitiez comme si je ne valais rien. Je sais, a-t-elle dit dans un murmure. Et je suis vraiment désolé. Bien. Maintenant, tu vas devoir parler à maman. Lui dire tout, qui je suis vraiment, ce que Victor faisait. Elle a besoin de l'entendre de ta part. Elle va perdre la tête. C'est ton problème. Tu as toujours voulu être la préférée. Félicitations, c'est à ton tour d'annoncer les mauvaises nouvelles. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 30 minutes plus tard, maman a appelé. J'ai laissé sonner. Je n'ai même pas écouté le message qu'elle a laissé. Puis l'oncle Marcel a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. À la tombée de la nuit, j'avais 19 appels manqués et 24 messages non lus. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti le besoin de répondre à aucun d'eux. J'ai mis mon téléphone en silencieux sans réfléchir et j'ai conduit jusqu'à mon appartement en attique, cet espace spacieux avec vue directe sur le port du Havre que j'avais si souvent utilisé pour me vider la tête. Quand je suis entré, le calme du lieu contrastait avec tout le bruit que je portais en moi depuis des semaines. J'ai ouvert une boisson fraîche, laissé le gaz s'échapper avec un sifflement et je suis allé sur le balcon. De là, les lumières du quai se reflétaient sur l'eau comme des lignes tremblantes. Il était impossible de ne pas ressentir une certaine satisfaction en voyant les navires manœuvrer entre les conteneurs, suivant des itinéraires tracés par ma propre équipe. Ces navires, ces terminaux, les grues, les cargaisons, tout cela fonctionnait grâce au travail que j'avais bâti de mes propres mains, alors que la plupart de ma famille imaginait encore que je peinais à joindre les deux bouts. J'avais été invisible pour eux pendant des années. Invisible par choix au début, invisible par habitude ensuite. C'était confortable qu'ils m'ignorent. Cela signifiait que je pouvais travailler sans interruption. Mais maintenant, après tout ce qui avait été révélé, il semblait que j'étais la seule chose sur laquelle ils pouvaient se concentrer, et cette ironie ne m'échappait pas. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un chaos complet. Et je n'exagère pas. Héloïse a annulé ses fiançailles sans hésiter. Il n'y a eu ni discussion ni seconde chance. Elle a simplement rendu la bague, annulé la réservation de la salle où le mariage devait avoir lieu et a communiqué à ses amis que la rupture avait été mutuelle, un accord rationnel entre adultes. L'histoire semblait arrangeante, bien que nous sachions tous que ce n'était pas le cas. Pendant ce temps, par des connaissances, j'ai appris que Victor essayait de vendre l'idée que je lui avais tendu un piège. Il affirmait que tout avait été une manœuvre personnelle pour le ruiner, une sorte de vendetta irrationnelle. Mais lorsque les documents, les preuves et les témoignages ont commencé à être rendus publics dans le cadre de la procédure judiciaire, ce récit s'est effondré avec la rapidité d'un château de sable sous la pluie. Il n'y avait pas de place pour l'interprétation, ce qu'il avait fait était un délit. Le parquet s'est intéressé à l'affaire plus rapidement que je ne l'espérais.
ils ont finalement décidé de poursuivre et ont offert un accord à Victor, 18 mois dans un centre de détention, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et le paiement de 300 000 € en restitution, en plus de plusieurs amendes supplémentaires. Son avocat, d'après ce que j'ai entendu, l'a pratiquement supplié d'accepter. Aller en procès aurait signifié tout exposer au grand jour, messages, registres, mouvements financiers, déclarations d'employés et une longue liste d'autres éléments qui auraient encore plus détruit sa réputation. Pendant qu'il gérait cela, Héloïse est entrée dans une spirale émotionnelle évidente même à distance. Elle a pris un long congé de son travail, a complètement disparu des réseaux sociaux et, selon ma mère, passé la plupart de son temps enfermée chez elle. Et bien que j'ai ressenti une certaine compassion pour elle, ce n'était pas un sentiment qui m'a fait remettre en question ce que j'avais fait. Cependant, je n'ai pas voulu laisser les choses sur une note aussi amère. Je lui ai envoyé un court message lui disant que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait me contacter. Je n'ai jamais reçu de réponse. Ma mère, d'un autre côté, représentait un autre type de conflit. Elle ne savait pas elle-même si elle devait se sentir fière ou indignée. Fière, parce qu'elle a soudain découvert que son fils avait atteint un succès inimaginable pour elle. En colère, parce qu'elle considérait que j'avais exposé la famille à une honte publique. Ce mélange d'émotions l'a maintenue en silence pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle décide de m'affronter. 3 semaines après le scandale, elle est apparue dans mon bureau sans préavis. Mon assistante a tenté de l'arrêter, comme elle en avait l'instruction avec toute personne arrivant sans rendez-vous, mais ma mère a toujours eu cette ténacité capable de franchir n'importe quelle porte. Elle s'est tenue sur le seuil de mon bureau, observant tout comme si elle voyait un monde qui ne correspondait pas à la réalité qu'elle avait en tête. C'est donc vrai, a-t-elle finalement dit d'une voix presque brisée. Tout ça, tout ce que tu as accompli, et pendant tout ce temps, tu nous as laissé croire que tu luttais pour joindre les deux bouts. Pourquoi, Karim? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, essayant de ne pas perdre mon calme. Je ne vous ai rien fait croire, maman, ai-je répondu. C'est vous qui l'avez supposé, parce que vous n'avez jamais demandé, parce que vous ne vous êtes jamais intéressé. Vous étiez si convaincu que j'étais un échec que vous n'avez even pas pris la peine de regarder plus loin. Elle a froncé les sourcils, offensée. Ce n'est pas juste. Ah non? Les jeux interrompus avant qu'elle ne puisse continuer à se justifier. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je faisais dans mon travail? Quand est-ce que ça t'a importé de savoir ce que je faisais exactement? Ou quels étaient mes objectifs, ou ce que j'avais accompli? Elle a ouvert la bouche, mais est restée sans voix. J'ai quitté l'université il y a 12 ans, ai-je continué. Et à partir de ce moment, tu as décidé que ça ne valait plus la peine d'investir du temps en moi, que j'étais le fils qui ne correspondait pas au moule. Mais pendant que tu me voyais ainsi, je construisais tout ça à partir de zéro, créant une entreprise qui fait vivre des centaines d'employés. Et pourtant, tu ne l'as jamais vu, parce que tu avais déjà décidé que j'étais un cas désespéré. Je n'ai jamais. A-t-elle commencé? Ce n'était pas la peine de le dire, ai-je répondu. Tu le faisais comprendre à chaque dîner de famille où tu oubliais de m'inclure dans la conversation, à chaque fois que tu changeais de sujet quand quelqu'un demandait ce que je faisais. À toutes les occasions où tu louais Héloïse pour son vrai travail. Tu n'aurais pas pu être plus explicite. Les larmes lui sont immédiatement montées aux yeux. Je lui ai tendu la boîte de mouchoirs qui était sur ma table. Elle s'est assise en face de moi, tremblante. J'ai été une mère horrible avec toi, a-t-elle réussi à dire entre deux sanglots. J'étais obsédé par le fait qu'Héloïse réussisse tout, qu'elle brille, et je t'ai fait sentir comme si tu n'avais pas d'importance, comme si tu étais moins. Oui, ai-je répondu. C'est exactement ce que tu as fait. Pourras-tu me pardonner? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je suis toujours en colère, toujours blessé, et je suis fatigué d'être traité comme si j'étais inférieur. Elle a hoché lentement la tête. Que puis-je faire pour y remédier? Commence par me reconnaître, par m'écouter, par montrer que ce que je suis et ce que je fais t'importe vraiment. Tu m'as toujours importé, a-t-elle répondu. C'est juste que je n'ai pas su le montrer. Eh bien, il va falloir que tu apprennes, maman, ai-je dit. Parce que je ne vais pas continuer à assister à des réunions de famille pour être la cible des moqueries. Elle a contourné le bureau et m'a serré dans ses bras. Je n'ai pas répondu à son étreinte immédiatement, non par rancune,
mais parce que je n'étais plus ce garçon qui avait désespérément besoin de son approbation. Pourtant, je l'ai laissé me tenir. Elle a murmuré un « je suis désolé » à voix basse. Je sais, ai-je simplement dit. Elle s'est écartée, les yeux gonflés de larmes. Karim, puis-je te demander quelque chose? Ce que tu as fait à Victor, était-ce seulement pour ce qu'il a volé, ou était-ce aussi pour nous? J'aurais pu mentir. J'aurais pu adoucir les choses, mais cela n'avait aucun sens de continuer à déguiser la vérité. C'était pour tout, ai-je répondu. Si Victor avait été respectueux, s'il ne m'avait pas traité comme un cas désespéré, si vous n'aviez pas ri quand il m'a offert un travail dans ma propre entreprise, peut-être que j'aurais géré la situation différemment. Je lui aurais donné une chance de régler ça en privé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Aucun de vous ne m'a traité comme quelqu'un de valable, et j'ai décidé d'arrêter d'être celui qui baisse la tête. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue. C'était comme si elle voyait le vrai Karim pour la première fois. Elle est partie après cela, promettant de changer. Je n'attendais pas grand-chose de cette promesse, mais je n'ai pas non plus pris la peine de la rejeter. Je l'ai simplement laissée partir. Un mois plus tard, Héloïse m'a écrit. Elle disait qu'elle voulait me parler. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Elle était différente, fatiguée, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Elle m'a dit que tout ce qui s'était passé l'avait plongée dans une profonde confusion. Apprendre que Victor avait construit sa vie sur des mensonges et découvrir que j'étais bien plus que ce qu'elle imaginait l'avait complètement déstabilisée. Elle avait commencé à remettre en question toute sa vie. Je l'ai écoutée. Je ne l'ai pas consolée. Ce n'était pas le rôle qui me revenait à ce moment-là, mais je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai juste laissé parler jusqu'à ce qu'elle ait fini. Quant à Victor, j'ai su qu'il était sorti de prison au bout de 14 mois pour bonne conduite. Il a déménagé loin, a pris un emploi de bas niveau dans une petite entreprise. Son avenir dans le secteur de la logistique était terminé pour toujours. D'autre part, Laurent Deschamps, qui montrait déjà du potentiel depuis un certain temps, a reçu une promotion. Il dirige maintenant toutes les opérations au siège de logistique côtière, une décision méritée et bénéfique pour l'entreprise. Moi, j'ai continué ma route. Faire croître l'entreprise, signer des contrats importants, garantir la stabilité de mes employés. Ma vie s'est de nouveau stabilisée, bien qu'avec une nuance différente, une nuance plus honnête. Aujourd'hui, ma famille sait exactement qui je suis. Ils savent ce que j'ai construit pendant qu'ils me sous-estimaient. Et la question que beaucoup me posent est de savoir si cela me fait me sentir mieux. La vérité, c'est que ce n'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. J'ai découvert que l'approbation tardive de personnes qui, pendant des années, vous ont traité comme si vous ne valiez rien, ne procure pas la satisfaction que l'on attend. Mais malgré tout, je dors bien. Mon entreprise prospère, mes employés sont protégés. Mes accords sont solides et eux, eh bien, ils devront vivre avec les décisions qu'ils ont prises. Moi, enfin, je suis en paix avec les miennes. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.